Los Amates, je suis pas venu pour Los Amates. Je suis vraiment venu pour Quirigua, le site Maya. Il y a un bordel dans cette rue, dans cette route, avec tous les camions qui passent, c'est juste hallucinant. Donc on se retrouve à Quirigua tout à l'heure. Incroyable, hein, le transport de bananes à travers la route. Donc là à gauche il y a un élevage d'une bananeraie en fait. Et là ils amènent les bananes. Ah, c'est génial. Et voilà, El Museo de Quirigua. Donc le site Maya de Quirigua, qui est un site protégé depuis 1910 par le gouvernement guatémaltèque, ce qui est pas rien, et qui rassemble donc parmi les plus grandes stèles Maya du monde Maya, les plus grandes stèles du monde Maya. Il y a également quelques temples et quelques ruines et des murs qu'on verra après. Mais pour le moment, la stèle A, la stèle B, le zoomorphe, parce que oui, donc ça se différencie ce site entre des stèles gravées avec des glyphes et puis comme ici, des représentations de souverains qui ont régné en 750, entre 750 et 800 après Jésus-Christ. Et puis ce qu'ils appellent des zoomorphes, en gros d'énormes blocs de grès rouge, mais vraiment énormes, hein. Vous voyez celui-là, c'est le plus gros bloc qui doit peser, je sais pas, je dirais 20 tonnes, 30 tonnes, un truc comme ça. Où on a en fait à la fois des figures humaines, mais qui ont l'air de sortir alors soit de mâchoires ou d'une gueule d'un animal mythologique, et puis tout autour des glyphes mayas, et puis au-dessus également toute la pierre est gravée. Donc il y en a une dizaine comme ça sur tout le site. Et alors c'est d'une quiétude, c'est trop bluffant, incroyable là. Entre le bruit de la ville infernale et le bruit des camions et la quiétude quand on arrive sur un site comme Quirigua ou n'importe quel site Maya, enfin la différence elle est incroyable. Cet arbre qui se sépare en deux troncs, j'allais dire jumeaux, ça fait penser, ou siamois. Ça fait vraiment penser à ça. Il fait très chaud, il doit faire plus de 30 degrés. Ouais, c'est ça, c'est tropical quoi, hein. Le Guatemala, pour la culture de bananes, pour la culture de pas mal de fruits exotiques, est connu pour ça. Tranquillou Maurice. Ah bah oui, hein, quand il n'y a pas beaucoup de touristes, c'est sûr que c'est beaucoup moins facile la vie, hein. Donc là on a le site avec les ruines, les temples. Alors c'était pas très grand apparemment Quirigua, c'était même tout l'inverse, un tout petit site, mais qui se situait sur une zone de transit commercial parce qu'on est près d'une grosse rivière. Le site apparemment s'est développé grâce au commerce de jade, de bananes et d'obsidienne, je crois. Vous qui adorez me voir grimper des marches, n'est-ce pas? Eh ben allez! Ah, c'est déjà de la belle marche, hein. Et magnifique ce site. Magnifique, vraiment.
J'imagine que là, ça devait être la place principale pour les rituels, les cérémonies ou des réunions de travail. Qui sait? Peut-être qu'ils se réunissent juste pour parler architecture ou travaux, planifier les travaux, pour pas forcément sacrifier des types aux dieux. Pas dire que je sois dérangé par les touristes. Il y a une petite fourmi qui sont en train de travailler. Et vas-y que je t'emmène des feuilles coupées. Et j'imagine que vous connaissez tous le cri de la fourmi. Eh bien oui, elle gronde. Parce que la fourmi gronde. Là, je les entends pas rire, les fourmis. Ça va comprendre toute la scène, mon pote. Là, attends, vous voyez la taille de la bête. C'est des pierres absolument gigantesques. Bon, on doit être dans le 20 tonnes, là, je pense. L'intégralité de la pierre au-dessus et sur tous les côtés est gravée et taillée. Là, ça demande des dizaines d'années en mayalogie. Alors, ça m'étonnerait pas que ce soit toutes ces figures zoomorphes également des choses que les Mayas de l'époque et les prêtres en particulier pouvaient voir durant des cérémonies type peyote ou ayahuasca ou Dieu sait quelle autre plante ils pouvaient prendre pour avoir des hallucinations, et que les bêtes zoomorphes, en tout cas les sculptures qu'on peut voir à Quirigua, et pas qu'à Quirigua d'ailleurs, pourraient être issues de ces hallucinations également. Après, le truc, c'est pas le tout de se dire que ça vient peut-être de cérémonies comme ça avec des plantes sacrées, mais pourquoi est-ce qu'ils se sont mis à graver éventuellement ces apparitions hallucinogènes en lien avec des glyphes spécifiques qui donnent le nom de la cité de Quirigua, avec des dates? C'est tout cet ensemble-là qui est extrêmement mystérieux. Du coup, buenas tardes. Du coup, on n'a pas grand-chose pour savoir à quoi correspondent ces figures zoomorphes. Voilà, sur celle-là, on est aussi dans la stèle qui fait plus de 5 mètres. Je dirais 10, 15, 20 tonnes. Un truc comme ça. Alors me voilà devant la plus grande stèle de Quirigua et de tout le monde maya. Un bestiau de 10 mètres de haut, 10 mètres 60 exactement, pour apparemment 65 tonnes. Voilà, 65 tonnes qu'il a fallu transporter, ce bloc de grès rouge de je ne sais où est la carrière exactement. Mais bon, l'effort a dû être colossal. Enfin bon, je dis ça, toujours pareil, pour un peuple qui n'avait ni la roue, ni le fer, ni la poulie, ni animaux de trait. 65 tonnes, ça devait représenter un sacré challenge quand même. Oui, Maurice. Bah oui, mais quelle est donc alors cette carrière de grès rouge? Bonne question, Maurice. Eh bien, elle serait apparemment située à quelques kilomètres du site de Quirigua. Je dis bien apparemment, car aucun archéologue n'a jamais su précisément la localiser pour le moment. Alors, si on reprend la carte d'ensemble des civilisations mésoaméricaines, le site maya de Quirigua se trouve en bas à droite, ici, au niveau de la flèche jaune. Je vais zoomer dessus. Et voilà le site de Quirigua, donc à quelques encablures de la petite bourgade de Los Amates où je me trouvais au début de la vidéo. Donc d'après les informations que j'ai pu glaner à droite à gauche sur internet, la carrière de grès rouge d'où auraient été extraites les énormes stèles mayas proviendrait de ce secteur ici entouré en jaune à environ 8 km au nord du site. Les mayas auraient donc tracté 65 tonnes de roches sur 8 km il y a 1300 ans, puis l'auraient érigée à l'endroit où elle se situe aujourd'hui. Chapeau bas les artistes. Oui, Maurice. Et il l'aurait fait pour cette stèle et pour les autres à la même période, sous le règne d'un seul roi, il y a 1300 ans? Et oui, Maurice, c'est exactement ça. C'est ce roi gravé là dans la stèle que je vous mets en plus grand à l'écran. C'est comme si, à l'époque de ce roi au nom vraiment imprononçable, la cité avait soudainement acquis une capacité technique exceptionnelle pendant quelques décennies.
En tout cas, ça nous a donné cette formidable pierre levée de 65 tonnes que je vais repositionner par rapport à certaines des plus grosses statues et pierres taillées de notre planète, en particulier celles qui ont déjà plusieurs siècles, voire plusieurs millénaires d'ancienneté. On va y aller crescendo en commençant par l'autre plus grosse pierre taillée de l'Amérique centrale, à savoir la statue en basalte du dieu de la pluie Tlaloc, haute de 7 mètres et pesant 170 tonnes. Elle a été découverte à 20 km au sud de Teotihuacan et serait donc liée à cette civilisation puisque la statue est datée de 400 après JC. Sa physionomie globale et le fait qu'elle ait 12 trous percés dans sa langue sont absolument uniques et posent encore question aux archéologues. Elle a été déplacée en 1964 pour trôner désormais à l'entrée du musée d'anthropologie de Mexico, un musée exceptionnel que je vous ai longuement décrit dans ma vidéo sur Mexico, Mexico. Quand on voit la photo de droite, on se dit que ça n'a pas dû être simple pour déplacer cette statue en 1964. Alors imaginez, il y a 1600 ans. Puis on monte d'un cran en taille et en poids, on change de continent et on se retrouve en France, en Bretagne, dans le Morbihan et plus précisément à Locmariaquer, où il est possible d'admirer le plus gros menhir d'Europe et sans doute du monde. Dénommé Ergra, il est aujourd'hui brisé en 4 morceaux, mais à la belle époque, il y a 7000 ans, il devait se voir de loin du haut de ses presque 21 mètres et lourd de ses 300 tonnes. La carrière étant située à environ 12 km de son site d'implantation, les archéologues pensent que les bâtisseurs de l'époque ont dû araser le terrain sur 12 km pour créer une légère pente descendante, recouvrir le tout d'eau et d'argile pour faciliter le fait de tracter les 300 tonnes. C'est en tout cas ce qu'ils disent dans la petite vidéo explicative à l'entrée du site. Et les archéologues proposent cette explication car, disent-ils encore, au-delà d'un poids de 100 tonnes, les rondins de bois s'enfoncent dans le sol sous le poids ou alors craquent. Ah bah mince alors. Donc d'après eux, ils auraient tracté ce géant de pierre de 300 tonnes il y a 7000 ans, sur 12 km, à même le sol qu'ils auraient huilé. C'est l'hypothèse des archéologues et non, je ne l'invente pas. On continue. Avec rien de moins que certainement les plus grosses pierres taillées de l'histoire de l'humanité connue, à savoir les pierres de Baalbek, restées dans leur carrière de calcaire, mais devant être déplacées à 2 km de là, sur un site sur lequel existe le temple romain de Jupiter. Sur ce temple, ou plutôt sous ce temple, il y a déjà 3 gros blocs de 800 tonnes qui sont donc à la base, sans qu'on sache trop comment les Romains ont fait il y a 2000 ans pour les déplacer, si tant est que ce soit les Romains qui en soient à l'origine. Vous me voyez venir, n'est-ce pas? On fait de nouveau des milliers de kilomètres pour nous retrouver dans l'océan Pacifique, sur l'île de Pâques, où on trouve le plus gros des moailles, dénommé Takonga, haut de 22 mètres et lourd de 250 tonnes. Donc encore dans sa gangue de roches, il était destiné à être transporté sur plusieurs kilomètres pour être dressé comme une grande partie des moailles visibles sur l'île. Pas grand chose à dire d'autre, si ce n'est que, comme rappelé avec le menhir d'Ergra, les autochtones n'auraient pas pu le mettre sur des rondins de bois pour le déplacer en raison du poids trop important de la bête. Et enfin, on termine avec le plus haut de tous, du haut de ses 42 mètres, l'obélisque inachevé d'Assouan en Égypte. Aussi lourd que les pierres de Baalbek, avec 1200 tonnes au compteur, mais plus ancien puisque daté d'il y a 3400 ans. Il est comme le moaï, resté dans sa gangue de roches et n'a jamais été érigé. Là encore, sans qu'on sache pourquoi. Est-ce que ça nous fait pas une belle panoplie de grosses pierres taillées, dis-moi Maurice? Oui, c'est vrai, c'est pas mal du tout. Belle friche, j'avoue. Merci Maurice. Et quand on ne garde que les pierres en elles-mêmes, avec à la base les petits bonshommes qui servent de référence pour bien comprendre l'énormité de ces pierres, l'effet est encore plus saisissant, je trouve. Bon alors oui, on était là pour parler de la stèle E de Quirigua, mais ça semblait intéressant de faire ce comparatif, ne trouvez-vous pas? Allez, on retourne sur le site. Alors pour les archéologues, l'idée de cette stèle pour les Mayas, c'était qu'elle soit vue tellement elle est haute depuis la rivière non loin et que tous les gens en bateau qui passent, tous les commerçants, ou enfin le trafic qui devait passer en bateau, qui était un axe de transport très fréquenté, puissent voir cette stèle et comprendre que ici à Quirigua, le roi, le seigneur a du pouvoir. Et petite anecdote intéressante sur cette énorme stèle,
Vous voyez, il y a des parties blanchâtres, hein, c'est lié au fait que la stèle a été cassée en deux. Enfin, on voit qu'il y a des morceaux qui ont été collés avec du ciment en plus. Et pourquoi? Bah parce que jusque là en fait quand il l'avait retrouvée, elle était super penchée mais elle avait jamais été coupée hein, par les intempéries depuis plus de 1000 ans. Et quand ils ont voulu la redresser avec une grue et un treuil et une poulie, bah en fait c'était tellement lourd, 65 tonnes, bah que la poulie elle a cassé, la chaîne elle a cassé et la pierre elle a cassé également. Ça c'est du bon boulot d'homme moderne. Et sur cette stèle numéro C, donc ce qui est important, c'est pas la face où on voit le gouvernant, c'est cette face là sur le côté. Et pourquoi? Eh bien parce que c'est tout en haut. Eh bien parce que tout en haut, on peut y lire, alors pour ceux qui savent lire le maya, bien évidemment, la date de la création du peuple maya, à savoir le 13 août 3114 avant Jésus-Christ, soit il y a un peu plus de 5125 ans, et qui marque le début du compte long du calendrier maya et qui s'arrête le 21 décembre 2012. Mais tout ça, je vous l'ai déjà raconté dans une précédente vidéo qui s'appelle Vénus et les Mayas. La prochaine fois, la suite et fin de ce long périple au Mexique et au Guatemala. Et ça se passera à Tikal, un des sites mayas les plus connus et les plus emblématiques. Hasta luego!